Un cyborg s'apprête à voir le jour, fusion d'un être organique et d'une machine. Ici, un homme doté d'une puce sous-cutanée. Je vais m'en servir pour déverrouiller ma porte d'entrée. Je trouve que c'est une avancée intéressante. L'implant est placé au moyen d'une seringue, sans anesthésie. Ça va faire comme un pincement. Inspirez profondément. Ça y est. Se faire implanter la clé de sa maison sous la peau, on trouve ça... Mais au moins, plus besoin d'appeler le serrurier. C'est vraiment le seul avantage que j'y vois. Pour ceux qu'on appelle les transhumanistes, ce n'est que le début. Ils rêvent de dépasser les limites de l'humain grâce à la technique, afin qu'ils deviennent un être d'un genre nouveau. Un être augmenté, bien sûr. Aujourd'hui, à Berlin, nous allons voir ce que cela signifie concrètement. Mais avant toute chose, bonjour à tous et bienvenue dans Xenius. L'homme et la machine. Entre eux, les interactions sont déjà nombreuses, ne serait-ce que dans le domaine médical. On peut le constater avec ce type de prothèse, par exemple. Il suffit également de penser à l'usage intensif que nous faisons de notre smartphone, qui est devenu une véritable extension de nous-mêmes. De là à nous voir fusionner avec la machine, il n'y a qu'un pas. C'est en tout cas ce que pensent les transhumanistes. Il y a quelques années, les cyborgs n'étaient que de la science-fiction. Aujourd'hui, ils sont presque une réalité. Au CeBIT, le salon des technologies de l'information et de la communication de Hanovre, Patrick Kramer va équiper une centaine de personnes d'un implant sous-cutané. Ça fait assez mal, évidemment, parce que c'est une grosse aiguille. Mais ce n'est pas comme faire une prise de sang chez le médecin, où on n'en retire rien de spécial. Là, au moins, je repars avec quelque chose de nouveau dans la main. Patrick Pauwman, en revanche, est un vrai cyborg. Ce Néerlandais connaît bien la procédure puisqu'il porte déjà 12 implants, des puces et des aimants répartis dans tout son corps. Avec ça, je communique plus facilement avec les appareils électroniques et les ordinateurs. Je peux, par exemple, déverrouiller mes portes sans même me demander si j'ai mes clés sur moi. Les puces qui font office de clés reviennent souvent dans les discussions. Mais Patrick Kramer est persuadé que de nouvelles applications verront bientôt le jour. Là, nous posons les fondations. C'est un peu comme Apple dans les années 1970. Les ordinateurs étaient en bois, ou presque. En 30-35 ans plus tard, nous voilà tous équipés de smartphones, avec lesquels, en théorie, nous pourrons aller sur la Lune. Ce sera pareil avec les implants. Mais les puces déjà présentes sur le marché sont-elles vraiment performantes? Nous montrons les images tournées au salon à Thomas Stieglitz, ingénieur biomédical. C'est fascinant. Ça me rappelle un peu ce qui se fait dans l'agriculture. Est-ce que la vache Elsa a bien mangé et bien bu aujourd'hui? C'est absolument captivant, mais je ne trouve pas que ce soit une amélioration. Pour lui, cela n'apporte donc pas grand-chose. Mais force est de constater que le smartphone est devenu pour beaucoup de gens le prolongement d'eux-mêmes. De là à s'implanter des éléments artificiels dans le corps, il n'y a qu'un pas. Même si nous pouvons le faire, je crois qu'il convient de s'interroger et de peser le pour et le contre. Ce que je dénonce avant tout, c'est l'évangile des transhumanistes, selon lesquels ce serait l'unique voie possible et souhaitable. Une chose est sûre, les implants médicaux peuvent d'ores et déjà sauver des vies. Chaque année, 60 000 pacemakers sont posés en France et 100 000 en Allemagne. Dans le monde, quelques 300 000 personnes peuvent également entendre grâce à un implant cochléaire. Au sens strict du terme, les porteurs de ces implants sont des cyborgs. Sans compter que dans le monde, des chercheurs travaillent sur des implants et des prothèses encore plus perfectionnés. Thomas Stieglitz et son équipe développent par exemple une prothèse de main capable de donner au patient des sensations lorsqu'il saisit un objet. La connexion électronique indispensable entre nerfs et prothèse ne fait que 80 micromètres, soit à peu près l'épaisseur d'un cheveu. L'un des défis pour ce type d'interface entre humain et technique, c'est que le corps étranger puisse rester durablement dans l'organisme
et fonctionner sur le long terme. Le concept se résume assez facilement, mais le travail d'ingénieur qui se cache derrière est souvent de longue haleine. Le corps a tendance à vouloir se débarrasser des corps étrangers, ce qui est plutôt une bonne chose. Soit il les assimile, soit il forme autour d'eux une couche de cellules pour les rendre invisibles. Jusqu'à présent, cette prothèse de main, capable de transmettre au cerveau la texture d'un objet, a été testée sur 4 patients. Si on est encore loin d'une production en série, il faut s'attendre à une proximité de plus en plus grande entre humains et machines, et pas seulement à des fins médicales. Depuis des années, l'armée américaine travaille par exemple sur un exosquelette censé rendre les soldats plus forts et plus endurants lors d'interventions terrestres. Il ne s'agit toutefois ici que de prototypes. Le super cyborg dont rêvent beaucoup d'auteurs de science-fiction et de scénaristes d'Hollywood, ce n'est donc pas pour tout de suite. Il y a encore beaucoup de questions fondamentales auxquelles nous devons répondre. Je ne crois pas que d'ici 10 ans, nous aurons la puce cérébrale imaginée par William Gibson qui permettra de télécharger une langue étrangère, l'histoire de la Syrie antique, ou d'agrandir la mémoire. Est-ce d'ailleurs souhaitable? Même le technophile Patrick Kramer estime que tout n'est pas forcément bon à prendre, même si la technologie joue un rôle central dans sa vision de l'avenir. Mes enfants vont grandir avec des parents qui seront des cyborgs. Et je pense que lorsqu'ils auront fini leurs études et qu'ils quitteront l'université, ils se retrouveront face à un monde très différent de ce qu'on peut imaginer aujourd'hui. Cette vision du futur existe depuis longtemps. Aujourd'hui, l'évolution stagne. Nous allons donc franchir un cap grâce à la technologie. Pour l'instant, les implants disponibles sur le marché ne se distinguent guère des gadgets destinés aux fans d'objets connectés. Je suis en train de faire marcher une prothèse de jambe, le premier type d'extension que nous connaissons. Ça a commencé avec la jambe de bois. Les idées des transhumanistes vont bien plus loin. Nous avons à nos côtés quelqu'un qui connaît bien les conséquences des avancées technologiques. Christopher Koonen, bonjour. Apparemment, les concepts ne manquent pas. Non, effectivement, les concepts sont nombreux et aujourd'hui, nous avons des contributeurs importants, comme Elon Musk avec sa nouvelle société, Neuralink, ou encore Facebook. Ils tentent d'exploiter les interfaces cerveau-ordinateur à des fins autres que médicales. Et à quoi pourrait-elle servir? À quelle fin? Elle pourrait, par exemple, faire fonctionner nos smartphones par la pensée, entre guillemets. C'est en tout cas ce que Facebook entrevoit. Même s'il n'appartient à aucune organisation, Elon Musk est déjà un transhumaniste, dans le sens où il veut faire en sorte que l'humain ne soit pas distancé par l'intelligence artificielle. En clair, nous devons nous équiper, connecter nos cerveaux à des machines, et peut-être que nous serons en mesure d'établir une connexion directe avec l'intelligence artificielle. Vous vous intéressez de près à tout ce qui concerne l'humain, la machine et le décloisonnement. Serons-nous tous bientôt des cyborgs? De manière simplifiée, oui, si on le souhaite. Mais la société a son mot à dire. Il est vrai que certains intérêts sont en jeu, par exemple du côté des entreprises que j'ai citées. Elles comptent effectuer des avancées très rapides, mais je pense qu'il est important qu'un débat ait lieu au sein de la société, notamment pour déterminer comment réglementer cela, y compris juridiquement. On touche là à l'intégrité physique, à l'image de l'humain et à la protection des données. Et ce sont autant d'aspects qui ne font pas encore, à ce jour, l'objet d'une réglementation. En fait, c'est seulement une question de volonté aujourd'hui. Pour l'instant, nous sommes encore loin des visions de ces entreprises à tendance transhumaniste. Mais je ne vois pas pourquoi certaines de ces visions ne deviendraient pas réalité de notre vivant. Merci pour votre éclairage. Merci. On vient d'évoquer la connexion directe entre le cerveau et l'ordinateur. Voyons tout de suite concrètement comment cela fonctionne. Manœuvrer un robot par la seule force de ses pensées. C'est ce que notre expérimentateur va tester à l'université de Fribourg. Nous avons bon espoir de pouvoir vous montrer de belles choses aujourd'hui. Lorsque ce sont les chercheurs qui activent le robot, le contrôle par la pensée fonctionne plutôt bien. Par contre, cela ne marche pas forcément du premier coup. Tony Obal et son équipe sont prêts pour l'expérience. L'objectif de leurs travaux est de mettre au point un robot que les grands paralysés pourraient contrôler grâce à leur activité cérébrale.
avec un peu d'entraînement. Je vais donc passer un électroencéphalogramme en quelque sorte. Et pour ça, je vais devoir mettre un bonnet spécial. C'est ça. Ok. L'ordinateur enregistre les ondes électriques le plus précisément possible. Afin que l'ordinateur comprenne comment la personne pense, 4 actions sont requises. Sentir les bouts de ses doigts avec le pouce, mais sans les bouger. Puis, s'imaginer un L en train de tourner. Ensuite, recroqueviller les orteils en pensée. Et enfin, réfléchir à des mots commençant par la même lettre. Chacune de ces 4 actions représente un ordre. En avant, en arrière, en haut et en bas, exactement comme avec un clavier. Pourquoi ces consignes un peu étranges? Parce qu'on a constaté qu'elles génèrent des activités cérébrales très variées. Un bref entraînement, puis ce sera à l'ordinateur de jouer. Saura-t-il comprendre les pensées de notre expérimentateur? Après tout, jouer les télépathes, cela ne s'improvise pas. Et pourtant, en avril 2017, Facebook s'est lancé un défi des plus audacieux. Mettre au point d'ici quelques années une technique permettant de taper des messages par la pensée. Et si vous pouviez taper directement depuis votre cerveau? 100 mots par minute pourraient ainsi s'afficher sur un smartphone tout droit depuis le cerveau. Tony Obal connaît ce projet et il a du mal à y croire. À l'heure actuelle, il n'existe aucune technique connue capable de cela par un procédé non invasif. Combien de lettres peut-on taper par minute avec la technologie la plus récente? Le record du monde est d'environ 10 par minute. 10 lettres par minute. Oui. Bon, eh bien, est-ce que tout est prêt? On peut y aller? Alors commençons. C'est bon pour vous aussi? Oui, je suis prêt. Très bien. C'est parti. Le robot est censé saisir un gobelet, s'approcher du volontaire et le faire boire. Il faut que vous confirmiez une nouvelle fois. Que je reconfirme. C'est ça. Parfois, l'ordinateur comprend les ordres. Mais parfois, non. C'est dommage que ça n'ait pas tout à fait fonctionné, mais c'est quand même impressionnant. Le problème, c'est que les algorithmes intelligents n'ont pas eu suffisamment de temps pour s'adapter aux ondes cérébrales de notre cobaye. Avec les chercheurs, la connexion cerveau-machine fonctionne nettement mieux. Là, l'ordinateur et son donneur d'ordre forment une équipe bien rodée. Et ce n'est encore qu'un début. Des visionnaires comme l'ingénieur en chef de Google, Ray Kurzweil, pensent que bientôt, l'humain pourra être relié à des ordinateurs et à l'intelligence artificielle par le biais d'implants cérébraux. Est-ce que vous pensez être un jour témoin d'une technologie capable de rendre le cerveau plus performant? Techniquement parlant, il ne faudra plus attendre très longtemps pour que cela devienne possible. Quant à en faire l'expérience, ce sera à chacun d'en décider. Même si certaines promesses seront difficiles à tenir à court terme, la connexion homme-machine deviendra bel et bien réalité. Ici aussi, il convient de faire le tri entre les idées pertinentes et les autres. Par exemple, si une personne paralysée pouvait entrer en contact avec d'autres via un programme d'écriture, ce serait ma foi formidable. En revanche, si les écoliers n'ont plus besoin d'apprendre parce qu'ils sont reliés à toutes les encyclopédies de la Terre, là, je trouve que ce serait vraiment terrible. Et surtout, injuste. Je n'aimerais pas être relié à un câble. Non, à tous les coups, on finirait par se faire pirater le cerveau. Comme vous le voyez, il faut bien peser le pour et le contre. C'est justement de cela que parle le best-seller de l'historien israélien Yuval Harari. Alors, quel est son avis sur la question? Il est fasciné, mais également très sceptique. Écoutons-le. Nous y gagnerions des capacités divines, au point que l'homme réaliserait enfin son vieux rêve. Celui de jouer à imiter Dieu, en créant la vie, en la modelant, en façonnant des corps, des cerveaux, etc. Et si vous voulez mon avis, je ne suis pas convaincu que cela soit une bonne chose.
Ce n'est pas pour rien si les concepts transhumanistes ont fait leur entrée sur la scène politique, avec un nouveau parti intitulé, surprise, Le parti transhumaniste allemand. ça alors, qui l'eût cru? Il est 6 heures du matin à Leipzig. Bonjour. À 27 ans, Benjamin Eidam est le chef du parti transhumaniste allemand fondé en 2015. Aujourd'hui, il se rend à Dresde pour une réunion de son parti. Notre organisation régionale doit être créée. C'est à l'ordre du jour. Nous allons revoir les lignes directrices, peaufiner les bases de notre programme. Bref, pas mal de choses vont être chamboulées. Il va y avoir beaucoup de nouveautés. La fondation d'une nouvelle organisation régionale serait une avancée considérable. Mais pour cela, il faut la présence d'au moins 10 membres du parti de la région en question, à savoir la Saxe. Avec 10 personnes, on peut attribuer tous les mandats. Et ça laisse un peu de marge. Voilà l'hôtel où se tiendra la réunion d'ici 1 heure. La salle est encore vide. Benjamin est un peu inquiet. C'est le week-end et dehors le mercure affiche 30 degrés. Qui va accepter de venir s'enfermer de son plein gré dans un hôtel? Il fait très très beau. Au cours de l'évolution, l'humain a toujours utilisé des outils. Aujourd'hui, son principal outil du quotidien, c'est le smartphone. Les transhumanistes espèrent qu'à l'avenir, l'homme et la technique fusionneront encore plus étroitement pour le bien de l'humanité. Benjamin Eidam s'est engagé dans le parti transhumaniste parce qu'à ses yeux, la politique actuelle s'essouffle. On gouverne, c'est vrai, mais plus personne n'a de vision réaliste pour l'avenir. Personne ne sait ce qui arrivera aux gens lorsque tout sera automatisé, ni comment gérer les défis du futur. Toutes ces questions sont totalement laissées de côté. Il est presque 10 heures. La séance va bientôt commencer. Entre-temps, suffisamment de membres sont arrivés. Je vais donc prendre la parole. Merci d'être venus aussi nombreux par cette magnifique journée. Nous allons commencer par la résolution de fonder le parti transhumaniste de Saxe. Il faut d'abord élire le président de séance ainsi que son secrétaire. Puis, les choses sérieuses commencent. Je vais poser la question à tous les membres. Voulons-nous fonder ensemble cette organisation régionale? Levez la main si c'est le cas. Alors je résume. Le parti transhumaniste de Saxe est officiellement créé. Les membres du conseil sont nommés. Voilà, c'est parti. Aux États-Unis, un candidat transhumaniste s'est présenté lors des dernières élections présidentielles. En Allemagne, le parti ne compte pour l'instant qu'une centaine de membres. En France, il n'existe aucune formation similaire. Avoir un parti, cela signifie aussi faire campagne. C'est à cela que Benjamin Eidam s'emploie actuellement, ici à Berlin. On va voir comment les gens réagissent à son programme. Je ne l'envie pas. Mais alors, pas du tout. Il y a plus de gens, mais pas sûr que le message passe mieux. En tout cas, il a l'air très investi. Vous avez compris ce qu'il voulait? Pas vraiment. Il veut construire des villes en une journée, je crois. Construire des villes en une journée? Le transhumanisme. Ça ne me dit rien. Vous ne connaissez pas? L'augmentation du corps humain par la technique. Je ne vois pas. C'était un peu compliqué, il y avait énormément de touristes. Quant aux 10% de gens qui sont d'ici, peuvent-ils vraiment se sentir concernés par le transhumanisme? Beaucoup de gens peuvent se sentir concernés. C'est d'un abord bien plus simple que la politique normale, entre guillemets, qui elle ne fait que remâcher les mêmes idées. C'est justement pour cela que nous avons cette démarche. C'est ce que vous disiez dans le sujet qu'on vient de voir, que la politique s'essouffle. Pour vous, que faudra-t-il faire lorsque tout sera automatisé et que les gens n'auront plus de travail?
Quel est votre avis? Dans notre parti, nous avons deux réponses. D'une part, le revenu universel inconditionnel, qui est d'ailleurs un sujet assez à la mode. Et d'autre part, amener les individus, mais aussi les villes, à devenir autosuffisants. L'approvisionnement se ferait de manière automatisée, grâce aux fermes verticales, aux réseaux de communication, etc. Ça a l'air très bien, mais qui va payer? C'est bien là le problème. Comme pour le revenu universel et bien d'autres choses. Personnellement, et beaucoup d'experts seront sûrement de mon avis, je pense qu'une fois le système en place, tout cela sera évolutif. C'est donc moins une question de financement que de répartition et de bon sens. Il faut penser de façon plus efficace. Mais le transhumanisme est aussi très critiqué. On dit qu'il risque de diviser encore plus la société, avec d'un côté ceux qui ont les moyens et de l'autre ceux qui ne peuvent pas. C'est la politique qui décide s'il y a clivage ou pas. C'est à elle de poser les bons jalons et de voter les bonnes lois. Si nos dirigeants partent du principe que seuls les riches peuvent s'offrir des implants et devenir des surhommes grâce à leur argent, alors nous sommes tous perdus. Mais si les politiques s'investissent, nous avons une chance de tous pouvoir vivre ce qu'on souhaite. Merci pour cet entretien et bonne chance. C'est moi qui vous remercie. Après tout, peut-être que nos descendants n'auront même pas besoin d'implants. Ils pourraient bien devenir plus intelligents tout simplement grâce à la réécriture de l'ADN. Werner Neuhauser mène des recherches aux États-Unis, à la prestigieuse université de Harvard. Ce médecin et biologiste vise un objectif majeur. Avec les nouveaux outils dont nous disposons pour sélectionner et potentiellement manipuler les embryons, nous trouverons, je l'espère, un moyen de traiter les maladies d'origine génétique et de les empêcher de survenir. Les chercheurs veulent éliminer les maladies en modifiant le patrimoine génétique, y compris celui des embryons. Tout a commencé avec le séquençage complet de l'ADN humain au début du nouveau millénaire. Pour le scientifique, c'est l'une des plus grandes avancées de ces dernières décennies. L'autre invention plus récente est celle de CRISPR. Ce dispositif nous permet de manipuler l'ADN à notre convenance. CRISPR est un outil de modification génétique à fort potentiel, une sorte de découpeur d'ADN. Les chercheurs programment la protéine Cas9 pour couper un tronçon d'ADN à l'endroit souhaité. Ils peuvent ainsi désactiver des gènes isolés ou bien en ajouter de nouveaux. CRISPR est plus simple, moins cher et plus précis que tous les procédés connus jusqu'à présent. Une découverte révolutionnaire avec laquelle Werner Neuhauser travaille désormais. Pour ses recherches, il passe l'ADN humain au crible en quête de portions endommagées. La mutation se trouve ici. Il tente ensuite de modifier la mutation grâce aux ciseaux moléculaires CRISPR. Le scientifique se concentre sur des maladies causées par un seul gène défectueux, ou tout au plus quelques-uns. C'est le cas de la dystrophie musculaire. En août 2017, une équipe de chercheurs américains de Portland a obtenu les premiers résultats significatifs en utilisant CRISPR. Ils ont pu guérir des embryons atteints d'insuffisance cardiaque. Une expérience qui n'aurait pas été permise en Allemagne pour des raisons éthiques. Je crois qu'en médecine, nous jouons à Dieu en permanence. Nous n'allons pas laisser les gens mourir à cause d'une maladie génétique. Nous sommes là pour les aider. Sauf qu'en théorie, CRISPR pourrait aussi permettre de manipuler l'ADN de personnes en bonne santé. De là à imaginer de super bébés tout droit sortis d'un laboratoire, il n'y a qu'un pas. La différence entre l'amélioration et la thérapie préventive n'est pas toujours très claire. L'exemple des gènes à risque en est la parfaite illustration. Par contre, s'il est question de la couleur des cheveux ou des yeux, et de vouloir jouer au tennis comme Roger Federer, là, on est clairement dans l'amélioration. C'est à la société de décider si elle souhaite vraiment s'engager sur cette voie. Mais lorsque ce procédé sera effectif, qui n'aura pas envie de faire contrôler, voire améliorer son futur bébé ? Ce qui rend nos enfants uniques, ce sont pourtant leurs petites oreilles décollées ou leurs dents de lapin. Les miens ont d'ailleurs hérité de celles de leur papa. Je ne voudrais pas y changer quoi que ce soit.
Bien sûr que non, mais si on peut leur permettre de ne pas mourir trop tôt d'une grave maladie génétique, ça donne à réfléchir. Voudrait-on leur éviter cela si on le pouvait? C'est sûr qu'on le voudrait. Bref, vous le voyez, le progrès nous place face à des questions difficiles. Si approfondir cette thématique vous tente, nous vous recommandons le grand projet Homo Digitalis. Rendez-vous sur la page arte.tv/Homo Digitalis pour creuser le sujet et vous mettre à l'épreuve. Oui, vous y trouverez de quoi nourrir votre curiosité. Et nous allons nous nourrir tout court parce qu'on a une faim grande comme ça. N'est-ce pas? C'est ça. Alors à très bientôt. Prête à passer à table. Au revoir, à la prochaine. C'est vrai que ça ressemble à une grande assiette.